Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Valère Egoui. Il est l'un des rares conteurs professionnels de la Martinique avec une expression scénique hors du commun, une volonté de faire. C'est ce qui caractérise en fait l'invité de ce jour. Conteur, diseur, comédien, animateur, metteur en scène, coach, photographe amateur, mais aussi directeur artistique de Virgule jusqu'à 2017, puis directeur artistique de l'AMI, Association Martinique de Images. C'est bien ça, Valère. Donc bonjour Valère. Est-ce Bien que j'ai bonjour. oublié une de vos multiples casquettes? Non, je pense que c'est tout. Et c'est déjà très bien. Et c'est déjà très bien comme cela. Je prends plaisir de passer d'une chose à une autre. D'accord. Justement, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ceux et celles qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Waouh, la présentation peut être énorme. Alors, me présenter dans le sens professionnel, je pratique tout ce qui est dit et j'aime passer d'une chose à une autre. On va dire que sur la Martinique particulièrement, je suis beaucoup plus souvent à la direction de la sculpture, donc directeur artistique et directeur général. Et quand je sors, quand je pars en tournée, que ce soit sur le sol français ou à l'international, je suis davantage conteur. Et de temps en temps, comédien, parce qu'on me demande, bon, j'aime moins maintenant, je préfère la partie conteur. Et de temps en temps, metteur en scène, histoire de garder la main. Quand il y a une pièce qui me plaît, j'ai envie de réaliser, je le fais. Et puis, coach, j'aime pas trop en parler parce que je n'ai pas suffisamment de temps pour accompagner bien des personnes, mais je fais un peu d'accompagnement individuel et collectif. Mais voilà, pour le plaisir davantage. D'accord. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait plusieurs choses. Vous êtes un individu passionné. J'aime ce que je fais. Depuis l'âge de 14 ans, je me suis dit, je n'ai pas envie de me lever le matin et me dire, j'ai pas envie d'aller travailler ou j'ai pas envie de faire ceci ou cela. Alors j'ai choisi de développer plusieurs compétences, d'avoir plusieurs brevets, plusieurs diplômes et me dire que bon, si j'ai pas envie de faire cela, je fais ça. Mais je veux prendre plaisir à faire ce que je fais. Quel enfant vous étiez? Euh, Relativement sage et très curieux. Je me souviens plutôt avant 14 ans et après 14 ans, j'étais vraiment très curieux. Ça pouvait m'arriver le matin de me réveiller et d'aller dans le jardin parce que maman avait des fleurs tout autour des anthuriums. On avait amandier dans la cour. J'aimais beaucoup aller au niveau des fleurs et observer le chemin des fourmis, par exemple. Quel circuit qu'ils faisaient. Je les suivais un peu. J'aimais aussi voir l'évolution des papillons, les voir naître ou voir juste après comment ça évolue, quelles sont les fleurs qui sont choisies, etc. J'étais très curieux des choses de l'esprit, qui fait que relativement jeune, je me suis intéressé au développement personnel. Je ne savais pas que ça s'appelait comme cela. Et je me suis intéressé à tout ce qui était hypnose, psychologie, des choses comme ça. Bon, à l'époque, un gamin de cet âge-là, c'était un peu bizarre de la part des autres. Mais en parallèle, j'étais un enfant très sportif. J'ai pratiqué du foot dans le plus haut niveau en Martinique et j'ai failli être footballeur professionnel. Et c'était une forme d'équilibre. Et en même temps, en parallèle, il y avait tout ce qui était côté culturel, où j'étais à la chorale, le MRJC, avec les autres. Et c'est de là que j'ai rencontré un peu le théâtre avec Charlie Lérandi, Fly, Robert, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec le football? Le football, il fallait la signature de maman. Et maman ne voulait pas que son dernier fils ne parte, donc voilà, ça n'a pas été signé. Et de ce fait, je suis resté jouer au niveau de la Martinique. Et j'avais choisi, comme ça, je m'étais dit, comme j'ai envie de pratiquer du foot et que j'avais envie d'être comédien en même temps, je me suis dit, je vais donner la priorité au sport pendant un certain temps. Et quand je serai, pour le football, on est vieux à partir de 35 ans. Et quand je serai plus ou moins vieux, j'arrêterai de jouer. D'ailleurs, j'ai arrêté de jouer à 37 ans. Enfin, en compétition, je veux dire. Et puis, donner plus de temps à la partie culturelle et artistique. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait. Donc enfant, vous avez grandi à Sainte-Marie? Oui, je considère que j'ai beaucoup de chance d'être né à Sainte-Marie. Enfin, je suis né au Robert et j'ai vécu mon enfance à Sainte-Marie jusqu'à l'âge de 20 ans. C'était vraiment une chance parce que et dans ma génération en tout cas,
La grande chance que nous avons eue, c'est que nous avons quasiment tout connu en termes d'évolution. J'ai vu la télé arriver et être branchée sur des batteries. J'ai vu la télé en noir et blanc avec la grosse bombe bien bombée. J'ai vu l'écran plat arriver, j'ai vu les botphones arriver, j'ai vu les téléphones arriver, les smartphones, au fur et à mesure, Internet, les ordinateurs. J'ai avancé avec le temps. Et puis j'ai quand même la chance d'être d'une génération, en tout cas moi à Sainte-Marie, là où on était entre le Morne-des-Esses et le Pérou, et on était entre deux gros quartiers, d'avoir connu des jeunes très dynamiques qui, par exemple, ils ont monté l'équipe de hand de l'AS Morne-des-Esses. J'ai joué au foot avec l'AS Morne-des-Esses. Et puis avoir connu la campagne à l'époque où les gens partageaient tout, à l'époque où les gens étaient en relation les uns avec les autres, où ça pouvait arriver que les adultes ne se parlaient pas, mais c'était interdit pour les enfants d'entrer dans le jeu des adultes. On restait enfant, on a bien protégé la vie d'enfant. Et puis j'ai énormément apprécié d'être allé avec mes grands frères, avec les voisins. On est allé à la pêche, aux écrevisses. Bon, la rivière n'était pas encore salie par les bandits, mais bon, ça c'est une autre affaire. On pouvait aller à la chasse et ce qu'on appelait un labalette. Mais c'était, bon, pour certains, ça s'appelle autrement, mais pour nous, c'est un labalette avec les chambres à air, avec la partie cuir, aller chasser les oiseaux. J'ai vécu des choses pratiques. La rivière, j'ai vu arriver la route à côté de chez nous. Mais je dis que j'ai beaucoup de chance. Mon enfance a été vraiment magnifiquement fleurie et je crois que ça me sert jusqu'à maintenant. Il y a aussi l'époque de la chorale. Oui, oui, oui. C'est le MRJC, on était au Morne-des-Esses et puis on s'est fait plein de camarades, plein de copains. J'ai de très bons souvenirs des jeunes. On était tous jeunes. J'étais président de la partie adolescent. Bon, la responsabilité est arrivée comme ça un petit peu. Et puis on a eu un chef de chœur qui est Amadou, Daniel Eliazor, qui est à Sainte-Marie maintenant avec la ville, qui nous a donné la possibilité d'apprendre par la culture, particulièrement par la chorale. Et ça m'a beaucoup servi parce que tout le développement de la colonne d'air, la respiration, ben, ça s'est fait pendant l'adolescence, au moment où c'est nécessaire de prendre du recul. Et puis c'était une belle occasion pour nous, puisqu'il y avait peut-être moins d'attractions négatives dans le temps. C'était une chose intéressante pour nous de nous retrouver tous les samedis après-midi pour être ensemble entre jeunes et faire quelque chose d'intéressant. Et puis une fois par mois, on allait rencontrer les personnes plus âgées que nous et on était aussi proche de la chorale des adultes. Mais c'était un moment vraiment extraordinaire. Et c'est là aussi que j'ai connu Charlie Lérandi, Robert, Gustave, etc. Et qu'on a on a fait les choses à partir de là sur la partie théâtrale, en fait. Quand vous parlez d'attractions négatives, vous parlez de quoi? Ben, je parle des choses qui devraient être intouchables. La drogue qui circule très facilement aujourd'hui, les addictions au téléphone ou à autre chose ou à la boisson. On pouvait encore, dans le temps, on allait à la source, on pouvait prendre des choses différentes sans être accro. Et puis bon, il y a tout plein d'autres choses qu'aujourd'hui qui se passent, les rassemblements de jeunes avec un côté négatif, alors que chez nous, c'était se retrouver pour réfléchir ensemble et puis trouver un jeu, trouver quelque chose à faire, aller jouer ensemble ou aller à la chasse ensemble, aller pêcher ensemble ou aller faire des tournois, puisque je joue au foot. On faisait des tournois interquartiers. Ce quartier-là jouait contre ce quartier-là et on pouvait circuler dans une bonne partie de la ville et aller dans les autres villes, rencontrer d'autres jeunes et ça restait de la confrontation sans être de l'agressivité envers les autres, en fait. Donc c'était plus de la cohésion, de la solidarité. Absolument, absolument. Et ça nous permettait d'être plus solides entre nous et ça nous permettrait de rencontrer d'autres jeunes et de créer d'autres relations. Vous avez été en fait très tôt engagé, donc président d'une association. Vous êtes quelqu'un vraiment de motivé et qui ne rechigne pas à la tâche. Non, je pense que non. Je pense que non. J'ai été président des ados. C'était, on va dire, officieux, puisqu'il n'y avait pas véritablement une association des ados, mais c'était le groupe de la chorale. On dénommait une personne, entre guillemets, responsable.
Et évidemment, on prenait le rôle au sérieux. Nous, on devait d'abord être sérieux. Et puis, ça nous a permis de découvrir la prise de risque et le porter de la responsabilité, être responsable des autres aussi. Et pour nous, c'était, en tout cas pour moi, c'était un enrichissement permanent parce qu'il y avait toujours des choses qui évoluaient, on apprenait des choses, on allait ailleurs, on a fait plus ou moins le tour de la Martinique, à rencontrer d'autres chorales, je l'ai fait avec le foot, et en gros, tout se rejoignait, tout était intéressant, et jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que ça nourrit ma façon de vivre et mon activité professionnelle également. Vous êtes ouvert sur les autres. Ah, on n'a pas le choix. Ceci dit, j'aime beaucoup être seul, mais j'aime aussi beaucoup être avec les autres. Et l'idée, c'est de trouver un bon équilibre entre l'ensemble. Mais ça me plaît beaucoup de partager. Pour revenir en tout cas à votre parcours, donc vous avez fait une licence professionnelle en management des organisations à Paris 13. Oui. Et à ce moment, on est quand même bien loin du domaine du théâtre, du conte, du monde du spectacle. C'est vrai. Alors, la particularité, c'est qu'en fait, c'est avec Paris 13 que j'ai fait cette licence professionnelle. On avait le choix. Choix culture, choix sport. Et comme je suis brevet d'État également au sport, j'ai entraîné des jeunes au foot, j'avais dit que bon, comme j'ai déjà un brevet d'État, je vais prendre la partie sport, j'aurai peut-être plus de facilité, plus d'arguments pour défendre la licence. Et je suivais la licence. Et finalement, comme les cours étaient ensemble, et puis il fallait juste faire le choix, on va dire, plutôt vers la fin, je me suis rendu compte que les enseignants qui venaient de Paris ou d'ailleurs, qui venaient une semaine en Martinique faire les enseignements, ils me demandaient toujours de venir à l'association, à l'époque c'était Virgule, pour voir comment ça fonctionne. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent toujours voir comment ça marche et tout? Et je me suis rendu compte que je ne fonctionnais pas tout à fait comme les autres structures, qu'il y avait des aspects que eux ils ignoraient, qu'ils avaient envie d'apprendre. Et la grande surprise, c'est que lorsque j'ai reçu l'enveloppe avec le diplôme, je devrais dire les diplômes, j'avais le diplôme culture et j'avais le diplôme sport, alors que j'avais passé uniquement le sport. J'ai eu le directeur de l'université, il m'a dit, bon, c'était compliqué de vous donner seulement le sport parce que vous êtes meilleur en culture. Donc voilà, c'est ainsi que ça s'est fait, mais en fait, c'est pas si éloigné que ça. L'organisation, le management, le plus délicat, c'est l'humain. Et quand on arrive à l'aborder avec simplicité et avec une bonne oreille pour être en bonne relation et être à l'écoute, on arrive à bien gérer les choses. La partie administrative, ça suit, puisque c'est une question d'apprentissage. Il y a des règles, on suit les règles. Donc les enseignants se sont intéressés à comprendre le modèle de gestion de Virgule ? Oui, parce qu'en fait, probablement que ce qui les intéressait, c'était de voir le fonctionnement de l'intérieur, puisque, bon, il y avait certes la visibilité, mais voir comment ça se fonctionnait. On avait 2, 3, 4, 5 employés, mais c'est surtout que j'avais fait le pari, j'avais joué le jeu de fonder une structure professionnelle qui fonctionne avec des personnes qui sont salariées. Et à l'époque, j'étais encore dans l'intermittence du spectacle. Des fois, je n'étais même pas salarié de la structure, mais je dirigeais avec des salariés. Et ça les intéressait de voir comment on arrivait à mettre en place des actions, à développer des projets, pas seulement sur une ville, mais sur l'ensemble d'un territoire, avec une équipe de professionnels. Et voilà, je pense que c'est peut-être ça qui les intéressait, mais c'était aussi de voir comment est-ce que je fonctionnais déjà, alors que j'étais... parce que ça les a beaucoup intrigués que je passe la licence, alors que le directeur m'avait dit « mais vous avez un niveau master ». Je lui dis « oui, mais bon, il y a une époque j'étais un peu rebelle des diplômes, donc j'y suis pas allé, mais voilà, c'est ça qui aussi les intriguait. » Vous êtes souvent à contre-courant, finalement, de la pensée ambiante. Je ne sais pas si c'est à contre-courant, mais je vais dire que je trace ma route, en fait. Je fais mon chemin. Je n'ai pas spécialement... une chose, je fais attention à tracer ma route, à être dans mes objectifs. Je fais toujours très attention à ne marcher sur personne, surtout. Et puis, de temps en temps, à me retourner, à regarder d'où je viens pour garder mon objectif. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas me perdre, de rester la personne que je suis, de rester fidèle à moi-même, de garder les objectifs, mais en même temps d'avoir les yeux suffisamment ouverts, un regard périphérique pour recevoir, pour apprendre, mais tout en faisant le chemin, continuer à donner,
parce que c'est quand on donne qu'on reçoit, en fait. J'aime bien ça, c'est quand on donne qu'on reçoit. On va se transporter un peu justement dans votre passé, l'espace d'un instant. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter le parcours de cet artiste engagé? Vous l'avez un peu fait, hein, depuis 89, dans la transmission de l'oralité, du savoir et de la connaissance. Alors, ce parcours a commencé donc officieusement à la chorale, et ensuite j'ai eu une formation en radio avec Fly. J'ai travaillé dans une petite... Oui, Fly Lérandi, qui est du monde des S aussi. Et on a eu cette formation, plusieurs animateurs. Et ensuite, il y a eu une formation des métiers de la scène avec l'AFPA de Trinité, où là, j'entrais véritablement dans le métier d'artiste, où chaque matin, on se lève et on va, entre guillemets, à l'école et on va apprendre. On a développé le métier comme cela. Et à l'issue de la formation, nous sommes 3 à avoir été contractés par le Centre dramatique régional, qui était à l'époque dirigé par Annick Justin-Joseph, qui nous a embauchés pour jouer dans une pièce sur le Festival de Fort-de-France. C'était Massacre au bord de mer. Et puis ça a continué. On a été salariés pendant 3 ans. La coupure du service militaire. Quand je suis revenu, j'ai recommencé à faire du théâtre. Et puis le conte s'est imposé petit à petit parce que j'avais envie d'être dans la vérité du dire, en même temps dans la transmission, dans la mémoire, et puis continuer à développer, à transmettre à la fois. Et petit à petit, le conte a remplacé le théâtre, et je me suis trouvé beaucoup plus à l'aise dans le conte que dans le théâtre. Il faut dire aussi que je suis un gars de Sainte-Marie, donc je suis entouré de cette culture, le bel air, le damier, le conte. Et c'était tout à fait évident pour moi de rester sur ce chemin-là. Je l'ai développé petit à petit sur la Martinique. Et puis, chemin faisant, j'ai mis en place un festival qui s'appelle Conte et musique dans la cité, en même temps Lire et dire pour le plaisir dans la même année. C'était autour de 2006. Et ça m'a permis d'inviter des artistes pour entrer dans la confrontation, pour vérifier et valoriser ce que nous avons, pour nous dire, bon, quand ils viennent, ils trouvent qu'il y a quelque chose. Et quand nous partons, il faut qu'on se dise, on part avec quelque chose, que nous sommes forts et qu'on n'est pas toujours en attente de celui qui vient de l'extérieur pour nous le dire. Donc, créer la confrontation sur place, mais aussi voyager. Et j'ai commencé à tourner plus du côté de la France, après à l'international, de l'Afrique de l'Ouest, etc. Même jusqu'à l'Amérique latine et tout. Et puis, chemin faisant, j'ai développé davantage Virgule jusqu'à 2017, où ça s'est arrêté. On a eu... ouais, c'est une forme de malchance. Une gentille personne a souhaité nous faire du tort, donc a fait une forme de dénoncement auprès de l'UOSAF, alors que tout était en règle. Et puis, on est resté 2 ans sans aide, sans subvention, sans rien. J'ai financé avec mes cachets et tout, etc. J'ai rien dit à personne, j'ai transpiré pour ça. Et puis, problème réglé, tout terminé, je me suis dit, il y a 2 façons de repartir, soit de laver, ou soit de mettre de côté. Je me suis dit, ok, j'ai lavé, mais je mets de côté, et je repars à zéro. Et on est reparti à zéro avec AMI, l'association Martinique Images, et depuis 2018, nous menons l'action sur la Martinique, ça prend de l'ampleur, ça se développe un peu partout. Mon souhait, c'est tenter de couvrir l'ensemble du territoire de la Martinique et de continuer à former. J'ai déjà formé des jeunes, mais j'aimerais bien continuer à former des jeunes et continuer à entretenir l'activité qui est cette espèce de sauvegarde du patrimoine immatériel qu'est le conte, et puis continuer à animer le territoire par les différentes actions que nous mettons en place, quoi. Voilà. Vous avez des sources d'inspiration? Je sais que votre mère est femme de théâtre. Oui, oui, ma mère a fait du théâtre et je suis d'une famille où je suis le dernier enfant sur 8 et j'ai vu tout le monde passer par la culture et le sport et le théâtre, et évidemment j'en ai été chargé, bien rempli, mais mon inspiration vient de partout. J'essaye de réaliser mes rêves à chaque fois. Je suis un grand rêveur, mais j'ai la chance de réaliser mes rêves. Et puis, je ne rêve pas de choses impossibles, peut-être. Peut-être. J'en sais rien. Et puis, je suis aussi inspiré par les gars comme Martin Luther King ou bien le Sud-Africain, oh là, j'oublie son nom. Nelson Mandela, par exemple. Je suis plutôt tantra, je suis très, très sensible à Krishnamurti. Donc voilà, c'est un ensemble. Je n'ai pas envie d'être d'un côté ou de l'autre.
Nous sommes des êtres complexes et uniques. Et j'ai envie de vivre et de développer ma complexité et mon unicité également et de vivre pleinement, quoi. Et Chaque jour est un bon jour. Ah, c'est bien ça. Voilà. Et vous embarquez les autres avec vos rêves? En fait, la porte est toujours ouverte. Et puis, il y a des personnes qui montent, il y a des personnes qui restent, il y en a qui repartent. Il y en a qui se trompent en s'approchant. Ils découvrent qu'on ne triche pas. Et quand on est sur le plateau, on est comme nu et on n'a pas le choix d'être ce qu'on est. Donc, il n'y a pas moyen de se cacher. Et de ce fait, c'est pas pour eux. Donc, ils repartent. Moi, j'aime cette idée de peut-être quelquefois de servir de locomotive, de permettre à beaucoup de personnes de s'embarquer, mais il n'y a jamais d'obligation. Il n'y a jamais de contrat, d'obligation, pas d'exclusivité non plus. On est libre, on est ouvert. On peut très bien être de l'équipe pendant une année et l'année d'après partir ou y rester comme beaucoup de personnes sont dans l'équipe. Et d'ailleurs, je suis très content de l'équipe d'amis que j'ai actuellement. J'ai des retraités, j'ai des gens qui travaillent, j'ai des jeunes, il y a un peu tout le monde. Et ça me plaît beaucoup de partager ce que j'ai avec eux. La scène pour vous, Valère, c'est un terrain de jeu qui amène à l'introspection et à la réflexion. Oui. Oui. Parce que, précédemment dit, on est complètement nu et à disposition des yeux et des cœurs et des corps quand on est en scène. J'ai un ami conteur, Olivier de Robert, qui me dit que la première fois qu'il m'a vu conter, il m'a dit « mais c'est un danseur !» Il avait l'impression que je dansais sur le plateau. Mais en fait, le conteur est tout à la fois. Il est danseur, comédien, il est musicien, il fait tout. J'aime l'idée d'exprimer dans la globalité, dans la totalité, et puis de simplement servir, de simplement donner ce qu'on est, ce qu'on a, et le public prend ce qu'il veut. Et c'est pour cette raison que quand je travaille autour d'un conte ou d'un spectacle, j'aime beaucoup l'essayer, entre guillemets, auprès des enfants, parce que c'est un public intransigeant. Si c'est bon, ils restent là. Si c'est pas bon, ils se lèvent, ils s'en vont. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça me permet d'avoir de la matière et de présenter les choses. Et puis, j'aime aussi me dire que le conte n'est pas spécifique enfant, spécifique ado, spécifique adulte. Chacun prend à son niveau, chacun reçoit avec son éducation, sa culture, son environnement. Et c'est ainsi que ça fonctionne. Vous faites beaucoup d'écoles ? Je travaille beaucoup dans le milieu scolaire. Je fais la formation pour les enseignants de l'éducation nationale aussi. J'interviens aussi dans les centres de formation. J'aime aussi faire des ateliers, que ce soit théâtre ou conte, avec les enfants, avec les adultes aussi. Quand il s'agit d'enfants, c'est exclusivement dans le milieu scolaire. Je ne fais pas du tout d'ateliers hors temps scolaire avec d'enfants, puisque je voyage un petit peu trop et les enfants ont besoin d'une certaine régularité pour que ça puisse fonctionner et être efficace. Et c'est aussi pour cette raison que je ne fais pas non plus d'atelier théâtre. Parce que le théâtre demande une régularité chaque semaine ou tous les 15 jours d'être présent. Et j'ai des tournées qui peuvent durer une semaine, comme ça peut durer 3 semaines, comme ça peut durer 2 mois. Donc, alors que les conteurs de l'atelier sont autonomes. Et même à distance, je peux donner des choses à faire et je leur donne toujours des actions à mener. En revenant un petit peu, regardant dans le rétroviseur, vous avez fait combien de pays en tout? Oh là là. Hop, si je compte, peut-être plus de 20. Vous amenez toujours la Martinique avec vous? Ah oui, mais en ce qui me concerne, c'est impossible de voyager de façon, on s'entend bien, sans ma famille, sans mon quartier, sans ma ville, sans mon île, sans ma culture. C'est impossible de bouger sans la personne que je suis. Et en même temps, il y a aussi des endroits où on embauche le conteur martiniquais. Pas le conteur tout court, on embauche le conteur martiniquais. Ça veut dire qu'on doit arriver avec tout ce qu'on est. D'ailleurs, quand je compte, je passe d'une langue à une autre. Tantôt créole, tantôt français, et même quand je compte en Amérique latine, c'est la même chose. Même quand je suis traduit par quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Je passe du créole au français comme ça parce que je suis né avec les deux. Nous utilisons les deux au quotidien. Il n'y a aucune raison que je fasse une coupure dans quoi que ce soit. J'ai envie d'être moi. Et est-ce qu'il y a un message particulier, que vous souhaitez faire passer à travers
différentes représentations scéniques. Il y a quelque chose que... Dans ma thématique de conteur, je développe particulièrement le vivre ensemble, la vie en bon voisinage. J'ai beaucoup de contes, beaucoup d'histoires et beaucoup de spectacles qui sont ficelés autour de cela. Et en même temps, je développe aussi la question du voyage. Pas seulement le voyage triangulaire, ce qui s'est déjà passé, j'ai un spectacle là-dessus, mais quelque part, j'aime souvent partir de la Martinique. Je peux passer dans n'importe quel autre pays et atterrir sur le continent africain. Où je peux partir du continent africain, voyager et atterrir sur la Martinique. J'aime le côté liaison ou le côté courbe qui existe dans ma façon de faire. Et puis j'aime la forme circulaire d'une façon générale. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez très engagé dans l'éducation populaire. Et quel regard vous portez sur l'accompagnement des artistes et le fait culturel aujourd'hui en Martinique? L'accompagnement des artistes, cet accompagnement me semble un peu maigrichon, parce que dans un premier temps, il serait intéressant d'afficher et d'avoir et d'afficher et de rendre visible et de rendre quasiment palpable le projet culturel et artistique de la Martinique. Aujourd'hui, ça n'engage que moi ce que je dis, j'ai l'impression que ce sont les artistes et les structures qui portent les projets, qui font la politique culturelle, alors qu'ils devraient peut-être avoir une rencontre pour discuter, pour mettre ensemble nos idées et nos points de vue, pour créer une ligne directrice de la politique culturelle de la Martinique. Petite parenthèse, je vois qu'aujourd'hui, partout dans le monde, il y a la mer, il y a le soleil, il y a la neige, il y a la montagne, etc. Mais il n'y a pas cette force culturelle qui existe en Martinique. Et je trouve que dans le domaine touristique et dans le domaine du développement économique de la Martinique, on ne s'appuie pas suffisamment sur la chose culturelle, sur un projet culturel qui pourrait nous permettre de développer un projet touristique et culturel sur la Martinique. Je suis toujours un peu peiné quand les gens parlent de la Martinique en pensant uniquement à la plage et au soleil, parce qu'il y a une telle force. Et j'ai eu l'occasion d'accueillir une journaliste américaine chez moi. Elle a tout cherché sur la Martinique avant, elle n'a rien vu de la culture qui transpirait. Et quand elle est venue chez moi, elle m'a dit « Ben tiens, je savais pas que j'étais chez un artiste ». Et quand je lui ai présenté ce que nous faisons, elle est venue tout le temps, elle a fait des photos, elle a même fait un article. Elle m'a dit « Jamais j'ai imaginé qu'il y avait une telle richesse culturelle ». Mais voilà, c'est que ça communique d'une certaine façon. On préfère vendre le rhum que de vendre la culture et je trouve ça dommage. Vous avez fait des propositions? Ben, il y a des propositions. À la base des propositions, par exemple, que les artistes se retrouvent et il y a des espaces de rencontre et d'échange, de discussion. Et que les politiques soient en situation d'écoute. Peut-être passer par les professionnels qui travaillent avec les politiques avant d'arriver aux politiques pour qu'il y ait suffisamment d'escaliers montés pour arriver sur une plateforme d'échange et de rencontre. Et à l'issue de cela, je pense qu'on peut... je ne vois pas tellement de difficultés à développer un projet artistique et culturel sur la Martinique. Parce qu'on a déjà tout. L'idée, c'est de mettre de l'organisation et mettre des priorités. Si vous deviez faire un constat de la population martiniquaise aujourd'hui, vous diriez quoi? Qu'elle est une magnifique population et que nous avons la chance d'être sur une île qui est peut-être l'exemple mondial de la résilience. On arrive à vivre les uns avec les autres. Il y a très peu d'affrontements ou de choses, de clash entre les types, entre les gens. Et puis, évidemment, c'est un très beau pays et avec une très belle population. Ceci dit, je mets un petit bémol et je dis que Martiniquais, nous devrions peut-être faire attention. Césaire l'avait dit dans son discours, cette espèce de génocide par substitution. J'ai l'impression que c'est en marche et que nous ne faisons peut-être pas assez attention à comment nous orientons nos enfants. On les fait quelquefois tous partir sans revenir et nous laissons la place à d'autres qui trouvent notre pays magnifique et ils viennent s'installer. Mais tantôt, si on continue comme ça, on ne sera plus chez nous. Ça n'engage que moi ce que je dis, mais je le trouve, et de mes yeux, je trouve qu'on commence à disparaître un peu. D'accord.
Pour revenir à la situation de 2017, est-ce que vous êtes rancunier? Est-ce que vous avez fait un point sur ce qui s'est passé? Oui, absolument. À l'époque, j'avais des employés avec nous à la gestion et tout. On a bien entendu fait un point. On a eu des accompagnements de professionnels aussi. On a bouclé la chose avec virgule. Et puis, en fait, il y avait simplement une personne qui voulait faire du tort et qui s'était pas fondée parce que nous avons un courrier de l'USAF qui met les choses à plat. Et l'expert comptable m'a dit, je n'avais jamais vu ça, qu'une institution s'excuse comme ça et tout. Parce qu'on est clair, on est transparent, les choses sont gérées avec intelligence, mais avec transparence aussi dans ce que je fais. Parce que je veux avoir du temps pour ma partie artistique, donc je n'ai pas intérêt à biaiser ni à faire n'importe quoi dans l'autre partie de gestion, parce que c'est du temps que ça me ferait perdre. Tout ce qui se fait avec le temps est toujours plus solide que ce qui se fait rapidement. Alors je prends mon temps. Et vous le prenez bien. J'espère. Et vous en voulez à cette personne qui a essayé de vous faire non, du pas tort? du tout, pas du tout. Je laisse à chacun sa charge. Chacun porte sa croix à sa façon. Si on le pense côté catholique, si on le pense côté humain, ben nous avons tous des choses à gérer avec nous-mêmes. Nous avons tous des choses à vivre et à passer dessus. Ben on est tous différents, mais ceci dit, c'est pas parce qu'on veut éteindre l'autre que nous on va briller davantage. Ça sert absolument à rien. L'idée c'est que chacun soit sur son chemin et en tout cas moi je veux être sur mon chemin et tenter de n'écraser personne sur ma route quoi. Ceci dit, sans être grossier, sur les gens qu'on chie quand on monte, ce sont les mêmes qu'on rencontre quand on redescend. Je crois qu'il y a un dicton bien créole dessus. Oui, absolument. Il me semble. Est-ce qu'il y a un conte qui représente qui vous êtes? Pas un seul, peut-être un ensemble de contes. Et j'aime beaucoup un conte que je suis en train de finaliser pour une maison d'édition qui s'appelle Le Bateau Enchanté, qui est illustré par une illustratrice française qui est venue en observation parce que je voulais d'un regard extérieur. Le Bateau Enchanté qui parle de la force de la transmission, la force de la tradition qui sauve les enfants. Et l'idée, c'est que pour que jamais nos enfants ne se perdent, il faut leur donner une bonne fondation, il faut leur donner une bonne base culturelle pour que l'enfant sache d'où il vient et pour mieux s'orienter vers où il veut aller. Vous pouvez nous en faire un petit extrait? Un petit extrait. Oui. Alors vous allez répondre. Yékrik. Yécrac. Yémissikri. Yémissikrak. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Mesdames, messieurs, si la cour pas qu'à dormir, écoutez pour t'entendre, pour comprendre, parce que plus l'après-midi sera long et plus les paroles seront développées comme un long fil jusqu'à l'horizon. Yékri. Yécrac. Un bon matin, au pipiri chantant, avant même Zibier commencer à chanter, il y a au loin, en arrivant face à la baie, un bateau qui s'avance doucement et qui glisse sur l'eau. Dans ce bateau, il y a deux hommes. Ils descendent, ils sont accueillis par le chef du village et tout le village se rassemble derrière le chef et l'un des deux hommes remonte à bord et le deuxième reste avec le chef du village. Et ils continuent à faire la visite du village. Ils reviennent sous le grand carbeil, ils s'installent et au bout d'un moment, l'homme dit qu'il est un maître d'école et qu'il ne comprend pas comment ce village fonctionne et qu'il n'y ait pas d'école sur ce village. Le chef du village lui dit que ici c'est la transmission, c'est yon et pilote, c'est un lendemain qu'à la vélote, c'est des doigts de cas en masse en roche, et que nous sommes dans cette dynamique où nous donnons à nos enfants et nos enfants plus grands donnent aux plus petits. C'est ainsi la transmission et nous sommes bien, nous sommes heureux. Et lui ne comprend pas. Alors il propose d'emmener les enfants sur son île pour que les enfants découvrent ce que c'est que l'école. Le chef du village rassemble tout le monde et ils discutent, ils se mettent d'accord et finalement il répond oui. Et comme il n'y a pas assez de place sur le bateau, l'homme, l'étranger, propose d'emmener d'abord les filles et il reviendra chercher les garçons. Et 3 jours plus tard, les enfants se préparent. Mais depuis son arrivée, il y a un jeune garçon que j'appelle Tête Grenet. Enfin, il a les cheveux comme moi, ça fait 0,0, je retiens 1. Tête Grenet, il est très curieux, mais il est très affûté. Il regarde avec beaucoup d'attention cet homme qui, lui, a un regard un peu particulier sur les enfants, particulièrement. Mais lui, il se prépare aussi.
Et le jour venu, les enfants montent dans le bateau et parmi les filles, il y a un garçon. Et lui aussi, il a sa petite jupette, il a son petit corsage, il a sa tête attachée, il entre dans le bateau. Les enfants font au revoir, les parents font au revoir, c'est la première fois qu'ils se séparent. Il y a les larmes qui se mélangent au rire, au sourire, tout à la fois. Et au bout d'un moment, les deux hommes, comme un seul homme, se mettent à chanter d'une voix forte et puissante. Et le bateau quitte le sable, entre dans l'eau et commence à glisser dans l'eau. Il craque. La suite après. Qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter pour la suite, Valère? Votre rêve? Chaque matin, à peu près, je me dis, je suis pas très religion. Je suis plutôt à m'adresser à la vie. Je considère la vie. S'il y a Dieu, Dieu est autour de nous, il est présent. Je suis plutôt tantra. Je me demande chaque matin si la vie et l'univers peut donner de la lumière à tout un chacun, et puis à certains, plus qu'à d'autres, leur mettre un grand miroir devant pour qu'ils se voient. Et peut-être que ça va amener la réflexion. Je ne souhaite qu'à chaque personne de la lumière pour voir clair chaque jour. Et c'est ce que je me souhaite aussi. Merci Valère pour ce joli témoignage. Merci.